Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 99e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé S'emparer de la victoire a été diffusé le 15 octobre 2022 et révèle la forme finale de Vern. Il adapte de la 8ème page du chapitre 342 jusqu'à la moitié du 345, continuant le cœur du magnifique 37ème et dernier volume du manga. Cet avant-dernier épisode est réalisé par Kazuya Karasawa, le réalisateur en chef de la série. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était lors du 72 pour le climax du duel de Dai contre Adlar. Il a donc pu prendre son temps pour se concentrer sur la fin de la série. Comme souvent, il s'imprègne parfaitement du manga pour se permettre de rajouter quelques détails appréciables, et nous sentons tout son amour pour l'œuvre au travers de son découpage. La direction de l'animation est assurée par Noboru Koizumi, qui nous offre la surprise de son retour après avoir été en charge du 91. Contrairement à d'habitude, il n'anime pas l'épisode en duo avec sa femme, 3 autres animateurs sont en renfort et pas n'importe qui. Nous retrouvons Ken Otsuka, Yasutoshi Iwasaki et Takeshi Morita qui ont déjà fait les beaux jours de la série. Comme pour le dernier épisode, la charge de travail est monumentale et Katsumi Tamegai est venu en support de Koizumi. La supervision de l'animation est directement réalisée par la character designeuse Emiko Miyamoto. Nous retrouvons également Sanda parmi les cleaners pour sa dernière participation sur la série. Merci beaucoup Gomez-chan pour ton acharnement et ta volonté. Allez, il est temps d'analyser cet avant-dernier épisode de cette incroyable aventure. L'épisode débute tandis que le combat entre Dai et Vern fait rage. Le choc de leurs coups détruit petit à petit le Vern Palace, et l'équipe a illustré ce cataclysme avec des décors en 3D CGI très bien intégrés. Ceci permet à la mise en scène d'avoir un travail sur la caméra très efficace. La planche originale présentait des plans moins rapprochés et on ne pouvait pas voir toutes les tours tomber. Le résultat à l'écran est vraiment impressionnant et nous pouvons sentir toute la puissance des deux adversaires. La confrontation est si terrible que 2 branches du palais se brisent et restent en suspension. Des échanges de coups inédits nous sont offerts avec des plans de caméra efficaces et une chorégraphie très aérienne. Les effets d'impact lors des chocs sont réussis et montrent à quel point le combat final est d'une violence sans égale. Un autre ajout a été réalisé avec le personnage de Merle qui révèle qu'elle a perdu le contact avec Pop. Il y a fort à parier que l'antenne 5G du palais a été détruite. Dans le manga, la reine Flora était la seule à parler à ce moment et elle conjurait à la coterie de tenir bon. Pendant ce temps, la Heart se réveille et une lumière intense marque le retour de sa vue. Dans les planches de base, cette transition était présentée avec 2 cases et contrairement à d'habitude, il ne perdait pas ses pupilles mais il les retrouvait. Incroyable. La troupe semble piégée dans une immense pièce entourée de chair, ce qui n'est pas sans rappeler l'épisode 35 et la bioprison de Zamza. Ainsi, l'épisode nous présente un plan large du cœur du palais là où celui du manga était plus restreint et ne montrait pas tous les membres présents. Pas le temps de niaiser, Mam utilise son Senkare Koken avec une animation fluide et esthétique. Tout comme ici, le manga présentait de superbes effets de lumière. Toutefois, les autres membres de la coterie paraissaient beaucoup plus proches de la jeune fille, ce qui fait que dans cette adaptation, la salle semble beaucoup plus grande. Contre toute attente, sa technique n'a aucun effet et la chair se régénère immédiatement. Crocodile court et inflige un terrible coup de poing mais ça n'a pas plus de résultat. D'ailleurs, dans le manga, le roi des carnassiers ne semblait pas prendre d'élan particulier et c'est un bon rajout d'adaptation. Étant donné que Maohimi n'a aucun effet, Beast ne sait pas non plus comment faire. Mais le temps presse et les secousses sont de plus en plus violentes. Celle-ci est d'ailleurs représentée par une onomatopée en arrière-plan, notamment lors des explications d'Avan. Comme la coterie a été libérée des iris de Vern, le maître en déduit que Dai a dû blesser le dieu du mal. C'est alors qu'un petit schéma illustre la localisation des héros ainsi que le plan du Vern Palace, avec un style très Metroidvania. Le design reprend à la perfection la planche originale, où bien des fans ont dû essayer de localiser les différents événements qui avaient eu lieu lors des chapitres précédents. Pop ne va pas attendre sagement que la structure s'écroule et lance un Medoroa. L'animation est splendide et nous sommes régalés d'un beau ralenti. Dans le manga, toute la préparation du sort n'était pas présentée et la mise en scène allait droit au but. Néanmoins, le magicien semblait beaucoup plus en sueur et son faciès était davantage marqué par la douleur des combats précédents. De plus, les membres de la coterie semblaient plus impactés, en particulier le petit Chou qui présentait une réaction humoristique. Même la magie ultime de Pop n'arrive à rien, mais la princesse explique que c'est pourtant logique. Medoroa reste un sort magique et la structure permet d'en absorber son essence. Dans le manga, elle faisait cette réflexion dans son esprit qui se trouve dans sa tête. De plus, la fatigue de Pop était bien plus marquée, une case le présentait en train de perdre l'équilibre avec des effets de distorsion en arrière-plan. Et évidemment, il en perdait ses pupilles. Le magicien ne peut plus agir, mais il peut encore réfléchir. L'adaptation utilise alors la même mise en scène que dans le manga. On nous présente le combat de Dai tandis que Pop fait l'éloge de son courage et refuse de mourir. Le héros envoie de grosses patates sur son adversaire et Vern réplique avec une vue subjective. De son côté, la case originale proposait un point de vue un peu plus classique. La bataille est terrible et la musique de Yuki Hayashi nous emporte. Les débris du palais s'envolent pour marquer le combat final et le manga nous présentait le Vern Palace complètement disloqué.
Le combat est d'une violence incroyable avec des effets d'aura à chaque coup. Même si cela est assez fugace, l'épisode adapte avec brio l'incroyable double page de la fin du chapitre 342, avec un Vern complètement surpassé. Le résultat est si réussi qu'il est dommage de ne pas l'avoir affiché plus longtemps à l'écran. Pendant ce temps, Im tente également sa chance pour sortir de la prison avec une belle animation du vétéran Noboru Koizumi. Pop a la jugeote de noter que les attaques à base d'aura sont moins bien guéries que les autres. Sans pour autant atteindre sa puissance, il faudrait une attaque similaire à Dorohara pour pouvoir s'échapper. D'ailleurs au passage, Im a retrouvé ses bras. Tout comme dans le manga, ses soins n'ont pas été présentés. Pop continue de se creuser les méninges pour trouver une solution. Mais qu'est-ce qui pourrait générer un torrent d'aura suffisant? Pendant qu'il est plongé dans ses pensées, l'anime nous propose quelques plans des membres de la coterie. De son côté, le manga proposait comme souvent une introspection sur fond noir. Une lueur en forme de croix apparaît. Mais oui, le Grand Cruz! Dans les pages d'origine, une lumière semblait émerger de son esprit en arrière-plan. Puis un zoom sur son œil présentait sa réaction au moment où il visualisait l'arcane fétiche de Yunkel. Si tendre dedans et super croustillant dessus. Cruciblast, qui peut te battre? Tout en formant une croix avec ses doigts, le magicien explique son plan. Mam s'inquiète pour le BG, il est trop faible pour réussir cette attaque. Dans le manga, le faciès de Pop semblait déformé par la douleur quand elle l'a grippé, et un effet de soupir était appliqué quand il lui répondait. Ici, il affiche directement un visage très confiant en ce moment, ce qui colle mieux à l'enchaînement des scènes. Et oui, il le présente fièrement, Maître Avan est l'inventeur de cette technique redoutable. Celui-ci fait le pitre de manière assez douteuse, et ses lunettes disposent d'un faux teint pour lui cacher ses yeux. Cela peut paraître être un détail, mais tout le travail pour cacher son regard permet de comprendre facilement son état d'esprit. Dans le matériel d'origine, un arrière-plan brouillon était appliqué avant sa réaction, comme si quelque chose n'allait pas. Une case avec Yunkel sur fond noir nous montrait qu'il avait tout de suite compris. Son QI n'a rien à envier au terrible Captain Igloo. Également, le manga enlevait le filtre opaque des lunettes dès que le maître commençait à surréagir à l'idée de Pop. La musique s'arrête net et le BG met une clim monumentale en leur demandant d'arrêter. La planche originale marquait aussi cet arrêt brutal avec un changement dans la gestuelle de Pop. Le guerrier immortel explique qu'il est le seul à pouvoir survivre à cette attaque. A la base, Grande Cruz est à utiliser en dernier recours. Yunkel a réussi à le perfectionner lui-même afin de l'exploiter sans blessure mortelle. Le maître sourit et est ravi de voir que son disciple est toujours aussi intelligent. Dans le manga, le sourire n'est pas présent, mais nous pouvons voir toute la fierté qu'il éprouvait dans ses yeux. Allez, il décide de repousser ses limites et commence à croiser les bras pour initier l'arcane secrète. La planche du manga nous le présentait avec un regard déterminé. Mais Yunkel ne veut pas se faire voler la vedette. Va-je calmer le bigleux? Le Cruciblast c'est mon truc à moi, retourne jouer avec tes plumes! Pendant que Mam tente de le raisonner, les secousses reprennent et la structure du palais se délabre. D'ailleurs, dans le manga, elle en perdait ses Ah non, en fait, elle perdait juste l'équilibre. La destruction progressive de la structure est magnifique et nous propose un superbe plan aérien. Ici, nous pouvons noter un léger ajustement puisqu'à la base, la structure qui avait servi à envoyer le pilier se décomposait. Pendant que le maître et le disciple continuent de se disputer, une musique héroïque retentit. Im n'a pas le temps pour ses futilités, il concentre son aura avec beaucoup de classe. La direction de base est bien respectée, mais nous regrettons juste un petit manque d'animation sur son corps et son visage quand il fait exploser son énergie. Le pion se rappelle de cette attaque que Yunkel a tenté de lui infliger durant leur dernier combat. L'adaptation utilise un flashback là où dans le manga, comme souvent, ses souvenirs étaient illustrés en arrière-plan. Im croise les bras tel un CM Punk et crée immédiatement une lumière éblouissante avec un résultat impressionnant. La case de base proposait un contraste efficace ainsi que deux onomatopées de sons différents pour illustrer le bruit du métal qui s'entrechoque et celui de l'aura. La lumière est si intense qu'elle éblouit Pop et Yunkel tente de raisonner son ancien rival, mais c'est peine perdue. D'ailleurs, une fissure se crée sur l'oreille de Im, ou son macaron. Enfin bref, peu importe, ce détail n'est pas présent dans le manga et c'est une bonne idée qui rajoute de la tension à la scène. Le pion révèle qu'il s'est pris de tendresse pour les humains. La musique accompagne avec brio ses émotions tandis que l'épisode nous présente la réaction de chaque protagoniste. Les liens qui unissent la coterie rappellent à Im ce qu'il avait vécu avec la garde d'Adlar. Son corps se disloque toujours plus alors qu'il se prépare à se sacrifier. Au-delà de l'aspect graphique, le manga présentait d'autres onomatopées pour illustrer les effets de la technique sur son corps de métal. Im présente un regard incroyable de détermination et si Yunkel est immortel, alors lui aussi peut l'être tout autant. Shinichi Lomiki fait un travail exceptionnel sur ce passage et donne tout ce qu'il a pour faire briller le personnage aussi intensément que possible. La planche originale était également impressionnante avec un faciès très marquant du pion en train de hurler. À un tel point qu'il en perdait ses pupilles. Im utilise Grande Cruz et ses avant-bras sont réduits en poussière sous le choc. Le travail de mise en scène est efficace et réussit à retransmettre l'intensité de la double page d'origine qui proposait des effets de lumière incroyables. L'effet de l'attaque est dévastateur et pulvérise la structure. La chaleur émise est marquée par une couleur orangée du plus bel effet qui pourrait rappeler du métal fondu. Une nouvelle formule avec des vrais bouts d'oricalque à l'intérieur. Cruciblast, qui peut te battre? Avan et Pop réussissent à invoquer Lura et se téléporter hors des restes du Vern Palace. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, mais la structure ressemble beaucoup au logo Xbox. Est-ce que les graphistes de chez Microsoft sont fans de Dino Daiboken?
Dans le manga, ce passage était marqué par une double page impressionnante, où on pouvait sentir toute la puissance de l'impact contre la surface. Les survivants observent la fin du Vern Palace dans les flammes. La structure semble d'ailleurs encore plus grosse dans cette adaptation. Chuo honore le sacrifice de son soldat et annonce que la place du numéro 12 restera vacante dans son armée. Le design du petit rongeur rend hommage à la planche de base, mais il enterre un peu trop vite son meilleur soldat. Im est heureusement toujours vivant et a été recueilli par Pop. C'est morvonné que le pion ironise sur le soutien de son chef. Son seiyuu nous offre d'ailleurs son meilleur reniflement. C'est sur ce moment de légèreté que se termine le chapitre 343 du manga. D'ailleurs, c'est toujours amusant de voir le mucus du pion vu que son corps est fait de métal. Décidément, personne n'aura échappé au traitement de Koji Inada. À peine arrivés sur la terre ferme, nos héros sont accueillis par le reste de l'armée. Pour illustrer ces retrouvailles, des plans fixes avec un filtre sont réalisés. Le résultat donne un côté réconfortant, comme s'il s'agissait de la fin et que la bataille était gagnée. Les différents personnages échangent quelques phrases qui sont inédites au manga, notamment Chu qui continue de se donner le beau rôle auprès de ses soldats. Flora est soulagée de voir la coterie saine et sauve, et Avan lui confie qu'il s'en est fallu de peu. En voyant le maître, la pauvre vacille et tombe dans les pommes. L'anime renforce le côté comique en lui faisant tourner la tête de façon assurée. L'effet dans ses yeux est repris avec fidélité et son regard s'évapore en même temps que sa conscience. D'ailleurs ici elle cite son prénom et celui-ci répond avant qu'elle ne s'évanouisse. Dans le manga, elle tombait après un petit moment de flottement qui durait 2 cases. Pour illustrer sa surprise, un arrière-plan avec des distorsions était appliqué. Et évidemment, elle en perdait ses pupilles. La chute, quant à elle, avait un côté un peu plus humoristique, notamment grâce au regard d'Avan. Malgré l'effervescence de ses retrouvailles, Lon Beirut est le seul à se poser la question de l'absence de Dai. Les discussions s'arrêtent immédiatement, tandis que Pop regarde les restes du Vern Palace. Il enrage que son ami ait à se charger seul de l'assaut final, et en pleure à chaudes larmes. La planche originale ne nous montrait pas son visage à ce moment, mais on pouvait deviner son émotion. Contre toute attente, c'est Yunkel qui lui remonte le moral. Tout le monde a donné son maximum et Pop peut être fier de ce qu'il a accompli. Comme le dit Maître Brokina, il n'y a plus qu'à attendre le retour de Dai. La Hart est persuadée que son maître sera victorieux. Après tout, il est le fils de Baran qui est un véritable dieu du combat. L'épisode nous propose un échange de coups inédit entre Dai et Vern qui se crient mutuellement leur nom. Cela pourrait rappeler les duels entre Naruto et Sasuke. À ce moment, le manga nous proposait uniquement une case des restes du palais. L'animation est splendide et la chorégraphie fait furieusement penser au début de combat dans Dragon Ball FighterZ, avec des plans très proches sur les poings des combattants. L'explosion créée par le choc est également une bonne idée pour illustrer la violence de l'affrontement et mieux comprendre l'état du palais dans les chapitres suivants. Nous retrouvons notre héros dans les décombres, et tandis qu'il se relève, un superbe travail de caméra a été réalisé pour nous montrer l'état des lieux et apercevoir la Terre plongée dans l'obscurité de la nuit. Dans l'œuvre originale, la planète était un peu plus lisible, avec une planche de toute beauté qui avait un petit côté onirique. Les débris sont maintenant bien loin et Dai n'a jamais été aussi éloigné de ses amis. Mais pas le temps de niaiser, il part chercher Vern car il doit en finir avec lui. On pourrait être surpris par la tête de Dai qui semble moins agressif que dans l'épisode précédent, mais c'est tout à fait conforme au manga où il présentait un faciès plus calme lors de ce passage. De son côté, l'empereur est complètement acculé et à bout de force. Il reconnaît lui-même que la perte de son bras n'est pas une excuse à son infériorité. Même au sommet de sa force, il n'aurait pas pu vaincre Dai dans son état de Liu Majin. Malgré son état, les traits du dieu du mal sont splendides et l'équipe continue de nous offrir un résultat à la hauteur de la fin de l'aventure. Sa vue se floute et sa main tremble. Le manga marquait bien ce moment de flottement avec des effets de vibration et une case sur ses intenses réflexions. Puis son visage était ombré comme s'il allait réaliser l'irrémédiable. Vern saisit alors entre ses doigts son 3e œil du futur. Dans cette adaptation, ce mouvement semble au départ assez délicat, là où il est tout de suite très violent dans le manga. Comme on pouvait s'en douter, la censure intervient et change la couleur du sang en un blanc brillant. Toutefois, la direction est tellement bonne que l'on pourrait prendre cela comme un choix artistique. Une séquence inédite nous dévoile des giclées de sang qui se solidifient et s'étendent autour de lui. Velzer ressent la transformation de Vern et il n'aurait jamais imaginé que son rival aille jusque-là. Le fils de Baran serait donc aussi puissant? Dai semble aveuglé par l'aura de Vern et se précipite sur lui. Dans le manga, la transformation était symbolisée par un effet de vague et notre héros semblait davantage repoussé par la pression de l'air. Alors que l'empereur semble être entré dans un état léthargique, il ouvre doucement les yeux. Ce passage était assez marquant dans le manga avec une ambiance toute particulière. Tandis qu'il semblait se réveiller, la case était légèrement grisée et les contours de son visage avaient disparu. Acculé et proche de la défaite, Vern a décidé de renoncer à sa nature pour la victoire. L'adaptation nous propose aussi un ajout dans les explications de l'empereur. Il fait ainsi référence à Adlar en parlant du sacrifice de sa nature démoniaque pour arriver à ce niveau. C'est une excellente idée, cela ajoute du lien au récit ainsi qu'au destin des antagonistes principaux. Dai en reste bouche bée tandis que l'œil du démon apparaît sur le corps de Vern qui se craquelle et nous présente sa forme finale. Qu'importe s'il est défiguré, il fera tout pour l'emporter. C'est sur cette incroyable double page que se terminait le chapitre 345. D'ailleurs, nous pouvions voir que le bras de Vern avait repoussé sans explication supplémentaire.
mais pas sa corne, qui continue de le faire ressembler à un certain chevalier d'or du taureau. Cette transformation finale fait évidemment écho au dernier boss de la série Dragon Quest. C'est une véritable tradition de leur apporter plusieurs formes et de les rendre toujours plus puissants. L'un des plus typiques de cette caractéristique reste probablement Psaro du 4ème opus. L'affrontement semble interminable tant il se métamorphosait. Évidemment, Riku Sanjo ne pouvait pas passer à côté d'un détail aussi culte dans la saga. Pendant ce passage, Yuki Hayashi nous propose encore une fois un nouveau thème. Sur les réseaux sociaux, il partage que pour composer cette musique, il a cumulé ses souvenirs de combats de boss dans tous les jeux qu'il a fait. Vern inflige un terrible coup à Dai qui crache du sang. Nous pourrions être surpris par la couleur rouge de son hémoglobine. Son père faisait couler du sang bleu quand il était en état de Ryumajin. Comme notre chevalier dragon est un métis, ses gènes humains sont certainement dominants. Dans la planche originale, la sensation de puissance était terrible, avec un effet de vitesse incroyable appliqué sur le bras de Vern et un Dai tremblotant. Un travelling nous montre l'immensité du corps de l'empereur, ce qui était marqué par une page entière dans l'œuvre originale. Vern s'empare de Dai et l'éjecte avec son pied contre les débris. Malgré le Draconic Aura, notre héros peine à le repousser. D'ailleurs, son effet est impressionnant et bien visible, là où dans le manga il n'apparaissait pas tout le temps durant la confrontation. En général, dans les shonen, certains ennemis obtiennent des transformations et des power-ups sans réelle explication. Mais ce serait bien mal connaître la plume de Riku Sanjo. Vern révèle ainsi que la forteresse Roche-Démon, le Kiganjo, avait été construite avec comme modèle cette forme finale. Comme il savait que cette transformation serait probablement définitive, ce n'était qu'un fantasme de puissance qu'il ne pourrait jamais atteindre à moins d'y perdre sa nature profonde. C'est aussi pourquoi le parallèle qui a été fait avec Adlar est intéressant. L'adaptation marque habilement ce comparatif avec un plan présentant la forteresse afin de se souvenir de son apparence. D'ailleurs, celle-ci apparaît en 3D CGI comme à l'époque, alors que le corps de l'empereur est entièrement animé en 2D. Et nous pouvons nous en estimer heureux. Dans le manga, les souvenirs de Dai étaient présentés en arrière-plan, avec la dernière forme de Vern en superposition. Pour l'anecdote, en japonais, cette transformation ultime s'appelle Kigan-O, qui ressemble phonétiquement au mot Kiganjo. Par contre, ça ne s'écrit pas de la même façon, et les sens sont différents. L'empereur poursuit ses explications en rappelant à Dai la puissance qu'avait conféré l'œil du démon à un monstre aussi insignifiant que Goroa. En l'appliquant sur lui-même, Vern est devenu une créature aussi hideuse qu'invincible. Dans le manga, il restait complètement immobile à ce moment, mais l'adaptation nous propose une partie du combat complètement inédite. Des lasers sortent de ses épaules et poursuivent le pauvre Dai qui a bien du mal à les éviter. Cette séquence pourrait nous faire penser au film Dragon Ball Super Broly, où était déjà impliqué Kazuya Karasawa, le réalisateur de cet épisode. Ce rajout est vraiment excellent et fait directement référence aux capacités d'envoi de missiles du Kiganjo lors de l'épisode 41. L'animation est soignée et ravira les fans de la première heure qui redécouvriront complètement ce passage. Pour ne rien gâcher, les plans sur le visage de Vern sont sublimes, avec un regard froid et plein d'assurance digne de son statut d'empereur. Dai réalise que son adversaire a fait le même sacrifice que lui, jusqu'à tirer un trait sur ce qu'il est. Pourtant, là où ce dernier a décidé de se transformer pour protéger le monde qu'il aime, le dieu du mal l'a fait uniquement pour éviter l'humiliation de la défaite. Vern rigole à gorge déployée en fonçant sur Dai. La case du manga montrait combien il était grisé par sa puissance, tandis qu'il annonçait qu'il régnerait sur les 3 mondes grâce à cette forme. Son visage est tout aussi marqué dans cet épisode avec un gros plan de toute beauté. Évidemment, dans le manga, sa folie lui en faisait perdre ses pupilles. Dai se mange une maxi patate en pleine poire et l'animation nous emporte en même temps que lui parmi les débris. C'est sublime. Takehito Koyasu fait un travail remarquable sur cet assaut d'une violence inimaginable. On pourra dire qu'il aura donné de la voix sur cet épisode avec un mélange de haine et de folie. Alors que Dai semble être arrivé au bout de ses limites, il concentre son Draconic Aura au maximum et le thème du Chevalier Dragon retentit. Les frissons nous parcourent tandis qu'il s'envole et balance un Doro Aura surpuissant. Le résultat nous explose la rétine avec un triple impact frame tout bonnement incroyable. Merci au super animateur Takeshi Morita qui a tout donné pour rendre cette scène inoubliable. Mais ce n'est pas fini, la caméra fonce sur le visage de Vern qui hallucine tout autant que nous. Le manga n'était évidemment pas un reste avec de superbes effets de lumière lors de l'attaque de Dai et une explosion impressionnante sur le corps de son adversaire qui en restait bouche bée. Ah oui, et les pupilles, tout ça, vous connaissez. Dai a-t-il remporté la victoire? Réponse la semaine prochaine dans l'ultime épisode de cette grande aventure. D'ailleurs, le résumé nous montre une image très sobre qui parlera directement aux fans de la première heure. Celle-ci était déjà présente lors du premier trailer en décembre 2019. Toei Animation continue sur sa lancée et nous offre encore une fois un épisode excellent. Plusieurs ajouts ont été réalisés, comme la perte de communication entre Pop et Merle, ainsi que les références à Adlar de la part du dieu du mal. La camaraderie de Im, prêt à se sacrifier pour ses nouveaux amis, a bien été réalisée avec un doubleur ultra déterminé. Le moment fort de cet épisode est évidemment la confrontation contre le boss final qui a atteint sa dernière forme. Les nombreux rajouts inédits apportent un dynamisme incroyable à cet affrontement.
Notamment la scène des rayons, qui en plus d'être impressionnante visuellement, est parfaitement cohérente au vu des capacités du Kiganjo qui nous avaient été présentées dans les épisodes précédents. Malgré tout, le combat pourrait paraître court, mais à ce sujet, le scénariste Katsuhiko Chiba a révélé dans une de ses interviews que la temporalité était l'un des plus grands défis pour une adaptation. Chaque lecteur aura sa propre vitesse de lecture, il est donc particulièrement difficile d'ajuster la longueur des combats. Ces ajouts permettent de rendre la confrontation encore plus intense et proposent un juste milieu qui devrait contenter la majorité des fans. Cette 99e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner du courage. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous, chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.